Vénère, outre votre activité politique au cours des années 1960, outre l'intérêt que vous avez porté aux armes et à la chasse, vous êtes également imposé en tant qu'historien. Un historien un petit peu hors norme, qui n'est pas passé par le moule universitaire classique, mais nous en connaissons d'autres, hein, je pense à Gilles Pariès, à Jacques Bainville en son temps. Et ces travaux d'historien, ils ont porté sur un certain nombre de sujets sur lesquels vous avez jeté un regard, porté un regard tout à fait original, à l'opposé des lectures convenues qui étaient généralement retenues à l'époque. Et ces travaux d'historiens, ils ont eux aussi, comme les ouvrages sur les armes, rencontré leur public, et même un large public. Vous avez commencé avec un retour sur la guerre de sécession, un ouvrage publié aux éditions de la Table Ronde, intitulé Le Blanc Soleil des Vaincus, dans lequel vous reprenez l'histoire de cette guerre civile américaine, 1861-1865, je le rappelle. C'est un sujet que vous allez aborder par ailleurs dans un ouvrage plus particulier consacré à la bataille de Gettysburg. C'est un ouvrage qui, dans une certaine manière, réhabilite, entre guillemets, le Sud, le camp des Confédérés, à une époque où la lecture courante et convenue de la guerre de sécession, ça consistait à séparer les bons des méchants, les bons étant évidemment les nordistes champions de l'abolition de l'esclavage, les sudistes représentant les défenseurs d'un ordre social anachronique, insupportable, représentant l'injustice. Vous remettez tout cela en cause, et avec une grande efficacité, à partir des arguments avancés, des références utilisées. Pourquoi cet intérêt pour la guerre de sécession? C'est votre premier ouvrage véritablement d'histoire, autant que je me souvienne. Pourquoi Après Balticum. Balticum est sorti avant. Balticum est sorti avant. Je faisais là une petite confusion chronologique. Mais nous reviendrons dans un instant sur Balticum. Mais pourquoi cet intérêt pour la guerre de sécession, pour cette séquence de l'histoire des États-Unis? C'était une commande d'un éditeur. L'éditeur, le directeur à l'époque de la Table Ronde, Roland Lodenbach, qui avait lu tel ou tel de mes tout premiers ouvrages, et qui souhaitait une histoire de la guerre de sécession. Nous en avons parlé, je lui ai répondu, il existe des ouvrages de la guerre de sécession, en anglais il y en a beaucoup, j'en ai un certain nombre dans la bibliothèque. Ce qui me semblerait intéressant, c'est de parler de l'histoire des vaincus, car l'histoire des vaincus est toujours méconnue, et c'est toujours une histoire intéressante. Les vaincus, courageux, manifestent, à mon sens, de façon emblématique ou immédiate de la sympathie, parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de réaliser les rêves qu'ils portaient en eux. On en reste sur le rêve, et on en reste sur la geste de leur défaite glorieuse. Et s'il est une défaite glorieuse dans l'histoire, dans les grands conflits, ce fut celui des sudistes pendant la guerre de sécession. Les sudistes étaient une toute petite population par rapport à l'énorme population du nord des États-Unis. C'était la confédération des États sudistes était d'une grande faiblesse comparée au nord, et néanmoins, plusieurs fois,
au cours des presque 5 années de guerre, plusieurs fois, ils ont été près de l'emporter. Bon, ils n'y sont pas parvenus, mais ils ont été près de l'emporter. Et ils ont joui parfois de soutien au nord, parce que la population, à plusieurs reprises, du nord était excédée par le poids de la guerre et exigeait une paix, ce que n'a pas voulu Lincoln. Lincoln et tout un groupe. Lincoln n'était pas seul, évidemment. Lincoln représentait des intérêts qui voulaient, des intérêts économiques, qui voulaient maintenir le Sud producteur de coton, principalement, voulait maintenir le Sud dans l'économie américaine et refusait que le Sud puisse se séparer pour constituer une nation. Ce qu'il faut savoir, c'est que au début de la guerre de sécession, 1861, beaucoup, pour ne pas dire la plupart des dirigeants confédérés, étaient hostiles au maintien d'une calamité qui était l'esclavage, dont ils n'étaient pas responsables. Ce n'est pas eux qui avaient créé cela. L'esclavage avait été créé plusieurs siècles avant par un enchaînement. L'esclavage était une pratique qui longtemps avait été courante et constante, et eux héritaient d'une situation à laquelle ils ne pouvaient pas trouver une solution immédiate, brutale et simple. Et par ailleurs, ils avaient une forme de vie, une civilisation, on peut dire, qui n'avait rien à voir avec celle du Nord. Le Nord était avant tout commercial, industriel, banquier, orienté vers le monde de la finance, ce que seront les États-Unis à l'avenir, les grands chantiers navals, etc. Le Sud, lui, ne disposait pratiquement d'aucune industrie. Il avait tenté de créer une industrie, mais le Nord, habilement, avait tout fait pour briser ces tentatives de création. Le Sud était donc essentiellement rural, vivait pour l'essentiel, pas uniquement, mais vivait de l'exportation du coton en direction de l'Europe. Le Sud voulait l'ouverture des frontières en direction de l'Europe, un commerce libre, ce que ne voulait pas le Nord qui, lui, protégeait ses propres productions. Donc il y avait un conflit économique, il y avait un vieux conflit politique de deux sociétés qui étaient différentes, la société aristocratique des planteurs du Sud et la société des industriels, des commerçants, des financiers du Nord. Mais il y avait aussi un troisième intervenant qui a joué un rôle déterminant, ce sont les populations de l'Ouest. Car les populations de l'Ouest, l'Ouest qui s'ouvrait tout à coup à la colonisation, et l'Ouest importait beaucoup de populations venant d'Allemagne, d'Irlande, etc. C'est une période de grande expansion démographique grâce à cette immigration. Et les gens de l'Ouest n'étaient pas hostiles à la société du Sud, ils étaient hostiles à la sécession. Car l'Ouest avait besoin à la fois du Sud et du Nord. Donc ce sont les gens de l'Ouest qui étaient les plus fermement partisans du maintien de l'Union. Et Lincoln était un homme de l'Ouest. Et Lincoln a été le parfait représentant des intérêts de l'Ouest pendant toute sa carrière. C'est un homme de l'Ohio et il a défendu les intérêts de l'Ouest, c'est-à-dire les intérêts de l'Union. Alors vous avez parfaitement
remis en perspective la situation de l'époque et levé le voile sur un certain nombre d'aspects généralement méconnus de la lecture courante ou convenue de l'événement. Cette guerre de sécession, quelque part, est-ce que les vaincus n'ont pas pris une certaine revanche sur le plan de l'imaginaire quelques décennies plus tard à travers un film qui a donné une image évidemment tout à fait différente de ce qu'était le Vieux Sud? À travers un roman et un film, vous avez raison, dont l'effet a été considérable. Tout le monde a lu Autant n'emporte le vent et tout le monde a vu le film. Et ce film était de façon très habile et sans aucune brutalité dans la présentation. Le film était favorable au Sud. D'abord, ces personnages étaient tous des sudistes. Il y avait de temps en temps, par-ci par-là, un nordiste qui apparaissait, mais qui n'avait pas forcément le beau rôle. On voyait vivre les sudistes. Et on voyait donc la société sudiste. Et on comprenait dès les premières images du film que cette société était menacée et qu'elle risquait de disparaître dans la guerre. Malgré l'enthousiasme, vous vous souvenez des premières images, lorsque l'on annonce la sécession de la Caroline du Sud, c'est-à-dire la sécession va commencer, tous les hommes poussent des hayas et montent à cheval, ils sont heureux, et c'est très habile parce que on voit à l'inverse les femmes qui, elles, sont conscientes des conséquences de la guerre. Et les femmes ne manifestent pas le même enthousiasme. Au contraire, on sent chez elles une gravité profonde qui se maintiendra pendant toute la guerre. Et ce sont elles que l'on retrouvera à la fin, ce sont elles qui vont faire revivre le Vieux Sud. Car Scarlett O'Hara, qui est une garce, est aussi un sacré personnage. Elle est douée, dotée d'une énergie absolument fantastique, et c'est elle qui, après la chute du Sud, la fin du Sud, la défaite du Sud, envers et contre tout, s'attache à sa terre, Tara, son domaine, le domaine familial. Son père est mort, ses parents sont morts, etc. Et elle veut absolument faire revivre Tara, et elle va participer à des opérations financières, audacieuses, avec tout le talent, l'énergie, etc., la rouerie féminine qui est la sienne, et qui fait d'elle, on ne va pas dire qu'elle va triompher, non, mais elle fait d'elle un symbole de l'énergie du Sud, qui veut revivre. Et je trouve que c'est magnifique, au milieu de cette défaite, de voir des femmes qui sont à l'origine de la renaissance d'une communauté. Alors, il est intéressant de signaler que cet ouvrage, publié dans les années 70, est à peu près contemporain de l'essai de Maurice Bardèche, Sparte et les sudistes. Il est bien antérieur. Il est antérieur à Sparte. Il est antérieur, il est publié, Autant n'emporte le vent, est publié, si je me souviens bien, en 1938. Ah oui, non, je parlais du Blanc Soleil des Vaincus. Blanc Soleil des Vaincus. Je parlais du Blanc Soleil des Vaincus, bien sûr. Oui. Donc, qui est quelques années près, je pense, oui, à peu près contemporain de Sparte et les sudistes de Bardèche. Oui. Sparte, les sudistes, on voit déjà quel est l'univers imaginaire, historique certes, mais imaginaire, oui, dans lequel vous évoluez, puisque Sparte, nous le retrouverons avec un autre ouvrage paru à peu près également à cette époque et qui va rencontrer un grand écho, c'est Balticum. Oui. Benoît Machin avait raconté cette aventure-là dans les premiers volumes de son Histoire de l'armée allemande. Vous revenez sur cet épisode, oui, avec des éléments nouveaux, avec notamment une rencontre qui, je crois, vous a beaucoup marqué avec Hans von Salomon, oui, l'auteur des Réprouvés. Oui. Balticum, une histoire finalement lointaine, on remonte aux années 1919-1920. Oui, histoire peu connue. Comment expliquer, selon vous, le succès que rencontre Balticum à l'époque?
Ben, sont peut-être les raisons qui ont fait que j'ai eu envie de faire ce livre. Car je sortais moi-même d'une époque où j'avais participé à tant d'actions politiques, parfois violentes pendant la période de la guerre d'Algérie, ensuite différentes, mais pleines d'ardeur, de volonté de création de neuf, etc. Et quand je regardais vers l'histoire des corps francs du Balticum, les corps francs en général, le Balticum ne représentant étant une image, l'histoire des corps francs me semblait présenter des analogies avec ce que nous avions vécu. Et cela m'intéressait de retrouver cette histoire, de la raconter, car c'était peut-être une façon de mettre un point final à ma propre histoire tout en la magnifiant. Il y avait certainement un peu de ça dans ma démarche. Oui, il y avait une grandeur de l'échec. Il y avait une grandeur dans l'aventure des corps francs. Il y a un romantisme révolutionnaire également. Oui. Et qui a été plus grand voilà. que ce que nous avons connu en Algérie, malheureusement, parce qu'il y a eu des actes de courage, il y a eu des gens très courageux, etc. Mais ça n'a pas été une épopée. Et je le regrette infiniment. Dans des conditions évidemment très différentes, dans une époque très différente. Évidemment. Il a manqué d'un Cameron de la fin de l'Algérie française, en quelque sorte. Ça a eu lieu un peu avec les journées des barricades. Je trouve que les journées des barricades donnent un parfum d'épopée et de poésie que l'on ne va pas retrouver dans l'OAS, sinon de la part de ceux qui ont été sacrifiés, c'est-à-dire qui ont été condamnés à mort et exécutés. Et notamment de la part de Bastien Thierry, qui est allé à la mort alors qu'il savait parfaitement ce qu'il faisait, lui arrivant après la fin de l'OAS, organisant un attentat qui a raté, mais une fois capturé devant les juges, il a assumé entièrement ses responsabilités et il l'a fait dans des termes qui étaient tellement accusateurs à l'encontre du chef de l'État de l'époque que nécessairement il se condamnait à mort. Donc moi je l'interprète comme une action sacrifiée. Et je trouve que cette action sacrifiée est magnifique car elle donne une grandeur à une aventure qui en manquait. Alors, outre les corps francs du Balticum, outre les sudistes, il y a aussi un autre sujet à l'époque qui va vous intéresser d'ailleurs dans la durée, c'est la Russie. C'est la Russie avec un premier ouvrage, une histoire de l'armée rouge, qui était le premier tome théoriquement d'une série qui n'a pas eu immédiatement de suite, qui conduisait, je crois, jusqu'en 1924 à peu près, jusqu'à la mort de Lénine. Mais vous allez retrouver l'armée rouge indirectement pas mal d'années plus tard, avec un ouvrage tout à fait important, parce qu'il n'y avait pas du tout l'équivalent dans l'édition française, dans la production historiographique française, un ouvrage consacré à la guerre civile russe. Un ouvrage intitulé Rouge, les blancs et les rouges contre blancs, les blancs et les rouges. Alors, ça c'est un petit peu surprenant, parce que d'abord l'armée rouge, vous veniez d'un camp où l'anticommunisme, l'antisoviétisme étaient consubstantiels à l'engagement politique. Je rappelle qu'un certain soir d'octobre 1956, vous avez fait partie de la valeureuse phalange qui a pris d'assaut avec quelques autres camarades le siège du Parti communiste à Paris. Ça a été un grand moment dans l'histoire militaire, l'histoire militante, du camp nationaliste en France. Mais justement, cette armée rouge, pourquoi
a-t-elle retenu votre intérêt? Et au-delà même cette guerre civile russe, finalement, là encore un combat perdu, comme le combat des sudistes, comme le combat des corps francs, comme le combat de l'OAS en amont, et puis un combat perdu avec des chefs dont on voit bien les limites, hein, qu'il s'agisse de l'amiral Kolchak, même du général Denikin, le seul présentant une certaine envergure. Il y a eu un grand chef, Wrangel, mais qui intervient tout à fait à la fin quand les choses sont bouclées. Ouais. Pourquoi cet intérêt pour la Russie dans votre parcours antérieur? Bon, il n'y avait pas d'éléments annonciateurs d'un intérêt pour ce pays, intérêt qui s'est maintenu d'ailleurs ensuite, car je sais que aujourd'hui encore, vous suivez de très près tout ce qui concerne la Russie et vous vous intéressez beaucoup aux destinées de ce pays débarrassé depuis 20 ans maintenant du communisme et dans lequel nous sommes un certain nombre à mettre quelques espoirs quant à la définition d'un nouveau rapport de force géopolitique en Europe qui permettrait d'inverser les courbes mortifères ou les tendances mortifères qui sont à l'œuvre. Alors pourquoi la Russie, Dominique? Parce qu'elle joue un grand rôle, une immense puissance, victorieuse de la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, et à l'origine de la révolution bolchevique qui a pesé sur nous, sur l'Europe, pendant si longtemps. Je me suis intéressé, au-delà du travail que j'avais fait sur l'histoire de l'armée rouge, qui était dictée par l'importance de l'Union soviétique, l'importance de l'armée rouge, le peu de choses que l'on savait réellement sur elle, etc. Donc je voulais tenter d'en savoir plus, mais en réalité, je m'intéressais surtout, y compris quand j'avais écrit l'histoire de l'armée rouge, je m'intéressais surtout à la période de la guerre civile. Je me suis toujours intéressé aux guerres civiles, parce qu'elles sont révélatrices de grands moments historiques. Des moments historiques où les choses peuvent basculer d'une façon, dans un sens ou dans l'autre, et de façon tout à fait imprévisible à l'avance. Personne ne peut savoir à l'avance comment les choses vont se passer. Et c'était vrai pour la Russie. Et en raison des conséquences gigantesques qui ont été celles de la Révolution rouge et de la guerre civile, et en raison de la méconnaissance que l'on avait de la guerre civile, j'ai découvert que le régime soviétique, que l'on appellera ultérieurement stalinien, a été construit pendant la guerre civile. C'est la guerre civile qui a été la matrice de ce régime. Alors c'était déjà une raison importante pour s'y intéresser, mais c'était opposé aux rouges des blancs, nombreux. Pourquoi les blancs ont-ils échoué? Ah, voilà, ça c'était une question que je me posais. Et c'est pour répondre en quelque sorte à ces deux questions qui se rapportaient pour moi à des questions générales de la vie, de l'action politique, historique, etc. C'est pour répondre à ces questions-là que j'ai voulu faire ce livre. Et j'avais à ma disposition des masses de documents, mais par chance, les Français avaient été très nombreux en Russie avant 1918 et avaient laissé des souvenirs de toutes sortes qui étaient absolument passionnants et qui révélaient de l'intérieur des particularités qui appartenaient au monde russe que l'on ne connaît pas. Et j'ai utilisé, entre autres, ces mémoires, ces souvenirs de toutes sortes que l'on ne trouve plus, qui étaient des révélations profondes, habiles, intéressantes, intelligentes, sur la mentalité particulière qui avait favorisé les révolutions successives et ensuite l'échec des armées blanches
à l'encontre des armées rouges. Voilà. Donc c'était une histoire fabuleuse, tout à fait passionnante, qui me parlait parce que moi-même, j'ai participé à une petite guerre civile. J'étais le témoin enfant d'une guerre civile franco-française, qui était celle de 1940-1944, et j'en conserve des souvenirs. J'ai fait des observations à ce moment-là, et j'ai eu l'occasion d'écrire des livres sur ces sujets-là par la suite, parce que justement je conservais des souvenirs, parce que ce que j'avais vu enfant ne correspondait pas à ce qui a été raconté après. Mais il en était de même pour d'autres grandes guerres civiles. C'est dans les guerres civiles que le monde bascule, que les hommes se révèlent, qu'il y a des espoirs formidables, parfois des échecs immenses, et que l'on peut se dire, ah, si l'on avait agi de telle façon, peut-être que les choses se seraient passées autrement. C'est presque un sujet romanesque, je dirais, qui fait bouillir l'imagination de façon illimitée. Il faut ajouter que pour l'histoire de la guerre civile, les Blancs et les Rouges, j'ai toujours pensé que les vaincus, les grands vaincus de l'histoire, pouvaient prendre leur revanche dans le cœur des hommes généreux. C'est ce que j'avais écrit pour la fin de la conclusion du Blanc Soleil des Vaincus, c'est-à-dire pour les sudistes. Et ils ont pris effectivement une revanche dans le cœur des hommes généreux. Mais, en ce qui concerne la Russie, la revanche historique est absolument prodigieuse. C'était pas évident à l'époque. Et c'était pas évident au moment où j'écrivais l'histoire de l'armée rouge. Pas du tout. On était dans les années 70. Là, pas du tout. Et je pense à quelqu'un que j'ai beaucoup pratiqué, avec qui j'avais des relations presque amicales. Il faut se méfier du terme ami, nous y reviendrons éventuellement tout à l'heure, parce qu'il est plein de confusion. Hein, c'est pas cher ami du monde mondain, non. Les amis, c'est autre chose. Mais avec Thierry Monnier, j'avais établi des relations de grande complicité intellectuelle et de grande complicité dans l'action. C'était immédiatement après 1968. J'avais décidé d'interrompre toute action politique. Et puis finalement, j'ai été repris par le virus pendant 1 an ou 2. Je me suis dit, mais ce que nos adversaires ont fait, pourquoi ne pas leur renvoyer la balle? C'est-à-dire qu'ils avaient constitué depuis si longtemps des comités de toutes sortes d'intellectuels, d'hommes célèbres, etc., pour peser sur l'opinion. Et il m'a paru qu'au lendemain de mai 68, il y avait des circonstances favorables pour réunir des gens qui étaient déroutés ou indignés, etc., et qui, ensemble, pouvaient se grouper pour exprimer autre chose. Et il fallait évidemment une figure de proue. À l'époque, il me semblait évident que Thierry Monnier, qui était membre de l'Académie française, qui avait dans le passé montré beaucoup de courage sans être jamais compromis avec le fascisme, le national-socialisme, la collaboration, etc., puisqu'il était contre. Néanmoins, il avait éprouvé des sympathies pour certains des hommes, il avait été proche de certains des acteurs. Il me semblait que cet homme, qui était d'une probité absolue, pouvait représenter à cette époque-là une figure de proue. Je suis allé le voir au Figaro et je lui ai dit qui j'étais. Je lui ai dit je sors de prison, en gros. Je suis un infréquentable. Je suis un réprouvé. Mais nous pouvons faire des choses et que ce que vous acceptez, moi je crois en vous, est-ce que vous acceptez que nous fassions des choses ensemble? Il m'a dit oui. Et il l'a fait pendant 2 ans. Il a été un militant exemplaire, absolument admirable. Je l'ai traîné, rencontré des hommes d'affaires, des industriels qui se foutaient de tout ça. Mais
en voyant Thierry Monnier quand même, l'Académie française, le Figaro, Tegalac, ça permettait des relations. Donc nous avons réuni 3 sous et demi, pas grand-chose, ce qui nous a permis d'organiser quelques colloques, une petite revue, enfin un certain nombre d'actions. Et d'un bout à l'autre, Thierry Monnier a été admirable dans cette action, prenant tous les risques. Il n'avait rien à y gagner, mais je crois qu'il a été pris par mon propre enthousiasme, et c'est une supposition de ma part. Thierry Monnier avait été, à la fin des années 30, la figure dominante de ce qu'on appelait les jeunes droites en France. Et puis, pour différentes raisons, son ardeur et ses talents de cette époque-là n'avaient pas abouti. Parce que la situation de la France ne le permettait pas non plus. Et j'ai eu le sentiment, pendant la guerre, il s'était tenu en dehors de tout engagement. Il avait continué une collaboration purement littéraire à l'Action française d'abord, ensuite une collaboration au Figaro, et il n'y avait pas d'engagement de sa part. Il se tenait au-dessus de la mêlée et n'avait aucun engagement avec la collaboration, etc. Il était hostile aux rigueurs de l'épuration. Il avait pris position pour une grâce en faveur de Robert Roisière qu'il avait connu. Ils étaient ensemble en Cagne et ensuite à l'école normale supérieure. Ils se connaissaient très bien, même s'ils n'avaient pas partagé le même itinéraire. Bref, j'avais le sentiment que Thierry Monnier était quelqu'un qui regrettait les engagements qu'il n'avait pas eus dans sa jeunesse. Et j'ai eu le sentiment que je lui offrais l'occasion, peut-être, de se rattraper. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, il a agi exactement comme si les choses en étaient ainsi. Alors, parallèlement à vos travaux sur les différentes questions que nous avons évoquées, donc la guerre de sécession, la guerre civile russe, vous apportez votre collaboration durant toute cette époque à diverses revues d'histoire. Je songe en particulier à Historia, où vous travaillez avec l'excellent François-Xavier de Vivi à cette époque. Et ensuite... Excellent animateur de presse historique. Je dirais, confierai une petite anecdote complémentaire pour lui. Il se trouve qu'en Algérie, en 1956, j'ai commandé un petit poste qui se trouvait juste à la frontière algéro-tunisienne, qui était dans la région de Soukaras, mais bien au-delà, sur la route de Gardimaou, route qui conduisait à la Tunisie. Et c'était le dernier poste avant la Tunisie. À cette époque-là, à l'époque où j'étais, il n'y avait pas encore le barrage construit ultérieurement. Et moi j'étais là dans mon fortin, qui était tout à fait un fortin de l'Ouest américain, en rondin, etc. C'était très romantique. Nous hissions les couleurs le matin, tagalac. Bon, et puis nous faisions des opérations. Et le hasard a voulu que François de Vivi commande la SAS, qui ultérieurement s'est installée en 1961-62, c'est-à-dire qu'il l'a commandée à la fin de la guerre d'Algérie à Inzana. Donc il y avait des points communs. Nous avions des points communs. Par ailleurs, c'était un gentilhomme, c'était un type merveilleux qui était dépourvu de tout jugement a priori, qui était très ouvert, qui sur la période de Seconde Guerre mondiale avait une grande ouverture d'esprit et souhaitait que l'on dise dans sa revue les choses telles qu'elles s'étaient passées. Il m'a fait confiance, il a fait appel à ma collaboration, à bien d'autres, à la vôtre d'ailleurs, à celle de Jean Mabire, etc. Et nous avons réalisé des numéros spéciaux
d'Historia qui ont compté, hein, leur temps, qui peuvent exister encore, etc. Ils sont très recherchés aujourd'hui pour certains. Et François de Vivy, je suis redevable à François de Vivy de m'avoir appris aussi à écrire. Car François de Vivy, qui écrivait très peu lui-même, savait comment faire écrire. Et il me disait, les articles doivent être vivants. Vous n'écrivez pas pour vous, vous écrivez pour le lecteur. Ça, c'est le p.a.-ba absolu de tout journaliste ou de tout auteur, historique ou autre d'ailleurs. On écrit pour les autres, on n'écrit pas pour soi. Vous écrivez pour les autres et vous devez être vivant. Vous devez intéresser, vous devez amuser, vous devez trouver des anecdotes, vous devez trouver des histoires, vous devez trouver des couleurs. Quelle était la couleur de la cravate de monsieur un tel jour avant de se faire flinguer, etc. Bon, voilà. Et il avait raison. C'est à cette condition-là qu'un texte devient vivant, attrayant, et que le lecteur va suivre. Et j'ai suivi j'ai suivi dorénavant le conseil de François de Vivy, comme j'avais suivi, non pas les conseils, mais ce que j'avais découvert dans la lecture des livres de Benoît Méchage.